Dans ce passage, Sri Aurobindo aborde la question de notre conscience limitée et de notre incapacité à percevoir les dimensions plus subtiles de notre être. Il explique que cela est dû au fait que nous utilisons principalement nos sens corporels pour appréhender la réalité matérielle et nous identifions principalement à notre corps physique, notre vitalité physique et notre mental physique. Cependant, il souligne que notre être est composé de plusieurs feuillets ou corps, le mental, le vital et le physique. Ces feuillets interagissent les uns avec les autres et forment notre existence complexe. Il distingue entre le corps subtil, qui inclut le mental et le vital, et le corps grossier, qui inclut le physique. Le corps vital est étroitement lié au corps physique et a une influence directe sur lui, tandis que le corps mental utilise une force de vie plus subtile. Ainsi, notre conscience est généralement limitée à notre corps physique et nous ne sommes pas conscients des aspects plus profonds de notre être. Il mentionne également que chaque feuillet a une partie intérieure et une partie extérieure, et qu'à l'intérieur se trouve notre véritable être mental ou physique. De plus, chaque feuillet interagit avec les autres pour former des gradations plus subtiles. Au centre de cet ensemble complexe se trouve l'essence essentielle de notre être. Ces concepts sont illustrés à travers un vocabulaire spécifique, notamment les termes de feuillet mental, feuillet vital et feuillet physique. Sri Aurobindo développe ces idées dans ses écrits et souligne que notre existence dépasse ces trois feuillets pour englober une réalité plus vaste et universelle. La présence psychique organise et individualise notre être psychique. En dessous se trouve le subconscient et au-dessus se trouve la superconscience, avec des nuances plus fines du mental supérieur. Toutes ces dimensions s'influencent mutuellement à chaque instant, même lorsque nous sommes immergés dans des activités ordinaires. Les influences de ces niveaux percolent jusqu'à nos parties les plus superficielles, même si nous n'en sommes pas conscients. À un niveau plus profond, il y a une prise de conscience et une influence qui peuvent changer notre comportement sans que nous nous en rendions compte. Par exemple, lorsqu'un danger imminent est détecté par une partie de notre conscience intérieure, cela peut provoquer en nous une impulsivité de distraction, comme si notre esprit se mettait à vagabonder ou que notre attention soit attirée ailleurs. Cela peut nous amener à arrêter ou à explorer quelque chose, tout en évitant un incident grave ou un accident. Ces influences agissent sur notre personnalité superficielle en la modifiant, en la poussant ou en la distrayant. Dans certains cas, cela peut même se manifester par un trébuchement ou une chute sans gravité, juste pour retarder notre progression et éviter un incident plus dangereux. Tout cela se déroule avec la présence divine et sa conscience, qui peuvent également intervenir pour nous protéger et nous guider de manière similaire. C'est seulement lors d'un accident évité de justesse que nous remercions la grâce divine, mais nous ne réalisons pas combien de fois la grâce nous sauve de façon transparente, sans même que nous nous rendions compte du danger ou de l'accident qui aurait pu se produire. Il est important de souligner qu'un équilibre complexe et interdépendant existe grâce à une présence consciente pour soutenir notre écosystème et l'ensemble de l'univers. C'est la présence du centre de l'être qui assure l'unité et l'harmonie entre les différentes couches de notre personnalité et de notre conscience. Sans cette présence, nous serions dysfonctionnels en tant qu'êtres humains. Nous ne sommes conscients que d'une infime partie de notre être, tandis que la majorité reste cachée, tout comme l'iceberg dont seule une petite partie émerge de l'eau. Dans ce passage, on apprend qu'il existe des aspects de notre être dont nous ne sommes pas conscients mais qui ont un impact sur nous. Ces aspects, représentés par des feuillets mentaux, possèdent des pouvoirs, des sens et des capacités qui agissent en nous de manière secrète. Ils sont connectés à nos organes physiques et influencent notre vie physique et mentale à travers des plexus. Ces feuillets ont des pouvoirs distincts, des sens propres et des capacités supérieures à celles de notre corps physique. Par exemple, dans des moments de crise, nous pouvons puiser dans des capacités vitales extraordinaires, comme la force pour soulever des objets lourds ou l'endurance pour rester éveillé pendant de longues périodes. Cependant, nous ne sommes pas en mesure d'accéder à ces capacités de manière régulière car nous ne vivons pas dans cette conscience. Il existe un écart entre notre vitalité physique superficielle et les capacités plus larges de notre corps vital. Cependant, à travers des pratiques de méditation profonde, il est possible de se connecter à ces feuillets intérieurs et de développer une double conscience entre notre personnalité de surface et ces aspects plus profonds de notre être. Dans ce passage, l'auteur parle de la différence entre notre être intérieur et notre personnalité superficielle. Notre être intérieur est plus connecté à notre véritable moi et possède des capacités plus avancées, tandis que notre personnalité superficielle est plus limitée. L'auteur mentionne des exemples tels que les prodiges qui peuvent effectuer des calculs complexes sans effort apparent, ou les analystes qui ont une capacité à percevoir les tendances rapidement. Ces capacités appartiennent à notre être intérieur et peuvent émerger de manière surprenante. L'auteur souligne également la différence entre cette perception intérieure et l'intuition, qui est plus profonde et basée sur une identification avec une situation. Ces phénomènes sont parfois observés chez certaines personnes mais restent des aberrations ou des prodiges. Il mentionne également le rôle du corps physique dans l'émergence de ces capacités, en particulier lorsqu'il y a un choc qui libère ou ouvre notre esprit à de nouvelles facultés. Récemment, lors d'une conversation, j'ai appris l'existence d'un dispositif appelé le casque de Dieu. Ce dispositif vise à stimuler certaines parties du cerveau pour provoquer des expériences mystiques.
En effet, en stimulant certaines parties spécifiques du cerveau, il est possible de provoquer des expériences telles que des pertes de conscience du corps physique, des expériences hors du corps ou la perception de choses qui n'appartiennent pas au monde physique. Cependant, il est important de noter que ces expériences sont le résultat d'une stimulation physique du cerveau et peuvent être comparées à l'effet des drogues. Elles permettent d'accéder à un niveau de conscience plus élevé, mais seulement à celui auquel nous sommes déjà connectés. De plus, ces expériences sont limitées dans le temps, car le corps finit par s'y habituer et elles ne permettent pas un réel développement spirituel. L'évolution normale consiste à organiser ses capacités supérieures au sein de notre conscience physique et ainsi, par exemple, être capable de puiser de l'énergie dans l'univers sans avoir besoin de nourriture. C'est en développant ces capacités dans nos différentes parties mentales et vitales que nous pouvons réellement évoluer et utiliser nos facultés supérieures. Notre capacité à développer de nouvelles compétences repose en fait sur notre capacité innée à percevoir, ressentir et agir dans notre corps mental et vital. Ces parties de nous-mêmes possèdent déjà des pouvoirs, des sens et des capacités qui agissent secrètement en nous. Par exemple, lorsque nous faisons des calculs mentaux, notre esprit intérieur sait déjà la réponse et nous envoie une suggestion secrète, mais notre mental superficiel est occupé à penser à toutes les étapes du processus. De même, lorsque nous essayons de soulever quelque chose, plus nous essayons dur, plus nous limitons notre capacité, alors que si nous permettons à notre vital intérieur de s'engager et de laisser faire, cela devient presque effortless. De même, dans les arts martiaux, certaines pratiques permettent à l'influence intérieure de s'exprimer plus librement, ce qui permet d'accomplir des choses extraordinaires. De même, dans notre corps physique, si nous sommes conscients des blocages énergétiques et les laissons partir consciemment, l'énergie intérieure peut circuler librement et résoudre les problèmes de santé. En fin de compte, chaque niveau de conscience a ses propres sens et perceptions, et la sensibilité à ces sens et à ces perceptions nous permet de nous ouvrir à un plus grand champ d'expérience et de réaliser notre plein potentiel. Dans cet extrait, il est expliqué que notre conscience est le centre qui se déplace et que les sens sont opératifs partout où il y a conscience. Normalement, nous sommes conscients du monde à travers nos organes biologiques, car notre conscience est identifiée à notre corps physique. Cependant, il est possible de fermer les yeux et de continuer à voir, car l'œil de l'esprit peut percevoir même lorsque les yeux physiques sont fermés. Ainsi, la perception visuelle n'est pas limitée au sens physique. Il est également mentionné qu'il existe des exercices pour développer une perception subtile, où l'on projette sa conscience pour visualiser des objets ou entendre des sons à distance. Il est souligné que la conscience de l'esprit est plus vaste et libre par rapport au sens physique, et que lorsque nous nous détachons du corps physique, notre perception devient plus globale. Dans cet extrait, l'auteur parle de l'éveil de la conscience et du développement des sens et capacités dans le corps subtil et le corps vital. Il explique que la conscience dans ces corps possède des sens plus grands et plus riches que ceux du corps physique. Par exemple, la vue du corps vital est capable de fusionner les 5 sens en une seule perception, ce qui permet de ressentir la texture d'un nuage ou d'entendre le son d'un objet métallique. L'auteur souligne également l'importance de maintenir une conscience élevée dans un environnement de groupe, car l'énergie des autres peut influencer nos pensées, émotions et comportements de manière subconsciente. Il mentionne également que se détacher de cette influence collective peut prendre du temps en fonction de notre propre clarté et degré d'immersion dans le groupe. Lorsque je me retrouve dans un groupe, je me sens rapidement submergé par l'énergie de celui-ci. Je me sens étrange et plus moi-même. Cette énergie me suit même après la rencontre et met du temps à s'estomper. J'ai remarqué que certaines pensées et émotions anormales apparaissent pendant cette période. Il est facile de se laisser entraîner par ces pensées et de croire qu'elles nous appartiennent, alors qu'en réalité, elles sont influencées par l'énergie du groupe. C'est pourquoi une communauté spirituelle qui choisit de maintenir certaines normes et qui est soutenue par une énergie collective plus élevée peut aider à élever la conscience du groupe. Le sens vital, contrairement au sens physique, est plus intégré et complexe. Il est plus difficile à décrire, mais on peut le ressentir à travers un contact, une sensation particulière. Par exemple, on peut ressentir l'énergie d'une personne comme étant légère ou claire. À partir de là, une image se forme et les couleurs apparaissent. Ce processus est utilisé dans des programmes de formation du gouvernement américain pour développer la capacité de vision à distance. Les participants commencent par décrire la qualité de l'énergie ressentie, puis utilisent progressivement d'autres sens comme l'odorat, le toucher et le goût pour former une image complète. Le corps mental possède des sens encore plus puissants et raffinés. Il permet de percevoir les états mentaux des autres, et peut même avoir des aperçus du physique à travers le vital. De plus, grâce à sa fluidité et sa liberté, il permet de percevoir le temps passé et à venir. On peut ressentir la présence d'une personne à distance, percevoir des événements passés et même anticiper des tendances futures. Cependant, il est important de noter que le futur n'est pas fixé, il peut donc être difficile de prédire avec précision ce qui va se passer. Lorsque l'on examine le passé, on ne voit pas seulement ce qui s'est réellement passé, mais aussi ce qui a tenté de se produire. De la même manière, lorsque l'on envisage l'avenir, on ne voit pas seulement ce qui va essayer de se produire, mais aussi de nombreuses choses qui essaient de se réaliser. Distinguer entre toutes ces possibilités n'est pas facile. Il faut une discrimination approfondie pour déterminer ce qui va réellement se produire.
La conscience mentale et la perception mentale ont une plus grande variété et une plus grande plasticité que la perception physique, qui est déjà plus formée. En réalité, que ce soit dans le passé, le présent ou le futur, il y a de nombreuses choses que nous pouvons entrevoir et nous devons être en mesure de déterminer précisément ce qui est réellement en train de se produire. Dans la conscience mentale, les variations et la vivacité sont beaucoup plus riches, mais elles sont également moins formées. Dans la conscience vitale, la forme est plus floue et nous pouvons percevoir les qualités énergétiques d'une fleur, par exemple, de manière plus confuse. Dans la perception mentale, la qualité de l'idée est dominante et si cette idée a plusieurs aspects, ils seront perçus sous la forme de facettes multiples. Les êtres divins, comme les déités, peuvent être perçus avec plusieurs bras, car chaque bras représente une fonction ou un pouvoir distinct. La forme devient moins importante dans le monde mental et c'est la qualité de l'idée qui prédomine. Ainsi, la représentation des divinités avec de multiples bras n'est pas une caricature ou une mutation génétique, mais une expression des différentes facettes de leur pouvoir. Les sens subtils nous influencent en ce moment même. Lorsque nous regardons une fleur, par exemple, quelque chose en nous capte l'influence de la perception vitale et mentale qui se produit dans nos corps vital et mental. Cependant, nous sommes trop occupés avec nos sens physiques pour les enregistrer pleinement, même si parfois certaines perceptions peuvent s'imposer à nous. Par exemple, nous pouvons ressentir que la fleur est triste ou négligée. Ce n'est pas seulement notre imagination, mais une perception réelle qui ne devient pas suffisamment claire ou importante à nos yeux. Si nous y prêtions attention, nous pourrions même percevoir le genre de présence dans notre environnement, comprendre son inconfort avec notre présence et pourquoi elle réagit d'une certaine manière. Notre perception des sens subtils n'est pas encore assez vive et claire, mais elle est bien présente et peut être développée si nous y prêtons attention. Une personne qui vit à moitié dans le monde physique et à moitié dans le monde spirituel peut avoir des expériences complexes lorsqu'elle les traduit dans des termes humains. Par exemple, les chamans sont souvent des personnes qui vivent à la fois dans le monde spirituel et dans le monde physique ou entre les deux. Ils ont souvent des connexions avec les êtres de la nature et les esprits de la nature. Parfois, ils prennent même la permission de la montagne avant de la visiter. Cependant, il est possible d'entrer en relation avec un lieu ou un être spirituel sans être conscient de cette relation. Il est donc important de demander respectueusement la permission et d'aligner nos énergies avec celles de l'endroit ou de l'être. Le corps vital et le corps mental ont des capacités et des sens qui sont en relation avec ces pouvoirs. Les pouvoirs du corps vital et du corps mental dépassent les limitations de l'espace physique. Par exemple, le corps vital peut ressentir et entrer instantanément en contact avec quelque chose ou quelqu'un, même à distance. Les pouvoirs existent indépendamment des sens et des capacités, mais ces derniers sont influencés et modifiés par ces pouvoirs. Le corps vital peut distinguer et choisir de s'aligner avec certaines énergies plutôt que d'autres, indépendamment de leur emplacement physique. Par conséquent, il est possible de ressentir l'impact des énergies de Mars ou de Jupiter, même si l'on se trouve physiquement sur Terre. Dans le corps vital, ce qui est important pour nous peut sembler proche et envahissant, tandis que ce qui n'est pas important ou que nous ne croyons pas peut sembler lointain ou inexistant. Cela a des implications importantes pour ceux qui croient en l'astrologie, car sortir du corps vital peut permettre de ressentir les influences planétaires de manière plus détachée. Cependant, cela ne signifie pas que nous sommes des marionnettes de notre destinée, mais plutôt que nous pouvons choisir de nous aligner ou non avec ces influences. Cette partie du texte parle de l'influence des astres sur notre conscience et notre corps. L'auteur explique que cette influence n'est pas physique, liée à la gravité, mais plutôt énergétique. Les hormones dans notre corps sont une manifestation physique de cette énergie. On peut choisir de se connecter ou de se couper de cette influence astrale. Les pratiques magiques, telles que les cérémonies, permettent de se connecter aux influences vitales et de les amplifier. Cependant, il est également possible de se connecter directement à la source de toute énergie divine. L'auteur souligne que cette approche spirituelle est plus complète et puissante que les pratiques magiques. Il donne également l'exemple de l'esprit qui a le pouvoir de s'identifier à des choses qu'il n'a jamais connues auparavant, grâce à la puissance des concepts et des idées. La compréhension et l'expérience de ces phénomènes permettent l'évolution consciente de l'individu. Dans cet extrait, il est expliqué comment la pensée peut être utilisée pour créer des liens et transmettre des informations. L'auteur parle notamment des expériences militaires de vision à distance, où des coordonnées étaient utilisées pour éliminer les attentes et les confusions de l'esprit. Il explique également que même lorsqu'un mauvais numéro était donné, la personne pouvait toujours obtenir la bonne information grâce à l'idée liée à ce numéro. L'auteur souligne également que lorsqu'on pense à quelqu'un dans notre esprit, un lien se crée même si cette personne est loin physiquement, car il s'agit d'un lien dans la conscience mentale. Il mentionne également la possibilité pour l'esprit de toucher des choses qui dépassent la conscience de l'esprit, comme la perception du soi. En conclusion, la pensée a le pouvoir de créer des liens et de transmettre des informations, même à travers des distances physiques. Cette partie du texte parle de la capacité des pensées et des émotions à avoir un impact sur le corps subtil et physique d'une personne. Les pensées et les émotions sont toujours actives, même si nous n'en sommes pas conscients. Par exemple, lorsque de nombreuses personnes pensent à un chef d'État, leurs pensées et leurs émotions peuvent influencer son corps subtil et donc son comportement. Cela explique pourquoi les politiciens peuvent parfois avoir du mal à tenir leurs promesses une fois au pouvoir.
De la même manière, nos pensées et émotions envers les autres peuvent les affecter inconsciemment. Les vibrations positives peuvent clarifier l'atmosphère et répandre le bien, tandis que les pensées négatives peuvent créer de la tension. C'est la raison pour laquelle la méditation de la bienveillance est si importante dans la tradition bouddhiste. Cela démontre l'importance de ce lien entre nos pensées et nos émotions avec notre corps subtil et physique. Lorsqu'il y a une collision entre le corps mental et le corps vital, cela a un effet puissant sur les organes physiques et les plexus. Il y a des liens entre ces deux aspects de notre être, que ce soit au niveau des organes physiques ou des plexus. Par exemple, les maladies au niveau de l'abdomen ont généralement des origines vitales, tandis que les maladies de la tête ont des origines mentales. De plus, nos organes physiques sont connectés aux sens mentaux ou vitaux correspondants. Par conséquent, nous avons des contacts inconscients avec ces niveaux lors de nos interactions sensorielles. Par exemple, lorsque nous regardons quelqu'un, nous pouvons percevoir ses émotions au niveau vital. De même, avant de voir ou d'entendre une personne physiquement, nous pouvons ressentir un changement énergétique au niveau vital qui nous indique sa présence. De plus, il existe une influence énergétique dans les espaces où se trouvent plusieurs personnes, comme une chambre d'hôtel ou un bureau, où les énergies individuelles se mélangent pour former une énergie collective. Il est important d'être conscient de ces interactions énergétiques entre les différents niveaux de notre être et de la façon dont elles peuvent influencer nos perceptions. Dans ce texte, il est mentionné que les organes physiques du corps humain sont connectés à des pouvoirs, des sens et des capacités spécifiques. Par exemple, les poumons sont directement liés à la respiration et à l'absorption de l'énergie vitale. Il est expliqué que lors de la transformation du corps physique, les limitations physiques seront surmontées et les organes fonctionneront de manière plus directe, moins par un processus matériel et plus par une action de conscience et de pouvoir de conscience. Par exemple, le cœur fonctionnera de moins en moins par pompage et de plus en plus par l'action directe de l'énergie. Les os, quant à eux, n'auront plus besoin de leur fonction de rigidité lorsque les tissus du corps deviendront capables de se rigidifier ou de se rendre souples à volonté. Il est également mentionné que la nutrition pourrait être absorbée de manière différente, par exemple en puisant de l'énergie directement des fleurs. Dans cette transition vers la transformation du corps physique, les organes travailleront avec une plus grande efficacité et une dépendance biologique réduite, tout en atteignant le même résultat. Cela serait considéré comme un premier signe que le corps vit maintenant à un niveau de conscience et de fonctionnement supérieur. Dans cette discussion sur la connexion entre le corps physique, le corps vital et le corps mental, il est souligné que les pratiques yogiques se concentrent souvent sur des emplacements ou des organes spécifiques. Cette concentration est liée à la qualité ou au centre de conscience présent dans ces parties du corps. Les organes physiques ont également une place importante dans les pratiques cérémonielles ou occultes, car ils sont considérés comme étant chargés d'énergie. Par exemple, dans la tradition indienne, les organes de génération de lait et d'excrétion de la vache sont considérés comme étant des zones de grande valeur énergétique. Leur fonctionnement est apprécié notamment pour les propriétés nourrissantes et probiotiques du lait et des excréments de vache. Ces pratiques sont basées sur l'idée de prévention des maladies plutôt que sur l'élimination des bactéries nocives. En outre, différentes parties du corps sont également associées à des qualités de conscience spécifiques, comme cela est aussi représenté dans l'astrologie. Les plexus sont également un point de connexion important entre le corps physique et les corps mental et vital. En comprenant ces connexions, on peut influencer notre état émotionnel et mental pour ne pas être affecté par les influences extérieures. En conclusion, il est souligné que notre état d'esprit et nos émotions sont les points de contact avec les influences supérieures, et c'est là que se produit la connexion entre les corps mental et vital et le corps physique. La discussion sur les plexus sera approfondie lors d'une prochaine occasion. Dans cette synthèse, l'auteur aborde la question des plexus et des corps subtils. Les plexus sont les points de circulation de l'énergie directe, permettant la connexion entre les différents corps subtils. Il existe également des centres secondaires et tertiaires qui sont liés aux organes. Les trois corps subtils s'emboîtent les uns dans les autres, et les plexus jouent un rôle essentiel dans cette interconnexion. La conscience et la compréhension de ces différents aspects de notre être peuvent être développés à travers la pratique du yoga et de l'observation consciente du fonctionnement de notre corps physique. Cependant, pour aller au-delà de cette conscience limitée, il est nécessaire d'engager la conscience spirituelle, qui permet une transformation plus profonde et rapide. Le développement personnel est une étape préliminaire pour devenir conscient des corps subtils et de leur fonctionnement, mais l'évolution spirituelle est la clé pour aller encore plus loin dans l'exploration de ces dimensions subtiles et pour vivre en relation consciente avec le monde de la vie. En outre, l'influence psychique peut jouer un rôle dans l'éveil de la conscience et de l'aspiration spirituelle, cependant, ce sont les influences descendantes de la conscience supérieure qui apportent la transformation véritable des différents corps. Dans cet extrait, l'auteur explique que le nom d'une divinité importe moins que l'idée à laquelle nous le donnons. Lorsque nous répétons ce nom, il est plus important de se concentrer sur l'idée à laquelle il est associé plutôt que sur la prononciation correcte. Il souligne également l'importance de la présence du cœur et de l'amour lors de cette concentration. Il propose de concevoir la divinité de manière complète, au-delà de sa forme historique ou représentation symbolique, et de laisser notre cœur s'ouvrir à sa présence divine. En se concentrant ainsi, le nom devient moins important et l'expérience vivante de la présence spirituelle devient primordiale.
L'auteur suggère également que nous devons prendre conscience de nos corps vitaux et mentaux, qui agissent secrètement en nous, afin de les utiliser pour une expérience plus subtile et une connaissance approfondie du monde matériel. Cependant, l'objectif ultime est la croissance spirituelle, qui demande de comprendre et d'utiliser ces véhicules vitaux et mentaux pour permettre à la spiritualité de se manifester et de nous transformer. L'auteur indique que dans les prochains paragraphes, il abordera le monde mental puis le monde spirituel, soulignant que notre véritable focus doit être la vie spirituelle.